Troisième et dernière partie de Frontal, votre rendez-vous politique, dont le numéro de ce jour est consacré à la Guinée-Bissau. L'homme fort du pays s'appelle désormais Horta Ntam. Il fut précédemment chef d'état-major de l'armée de terre. Maintenant, c'est lui, l'homme fort du pays, le président déchu. Séjourne est actuellement à Dakar. Chers invités, le cas bissau-guinéen pose sur la table un problème qui transcende la Guinée-Bissau, mais qui concerne tout le continent. C'est trois questions importantes qu'il faut qu'on aborde dans cette question. C'est la question de notre rapport au pouvoir, la question du rôle que doit être celui de l'armée dans une république et la question des mécanismes d'alternance en Afrique. Il faut revoir tout. Ou bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'on n'y arrive pas. Comment on fait? Commençons par la troisième question. Dans les années 90, on laissait compétir les opposants et on truquait les élections dans les urnes. Après, on a décidé d'utiliser la justice pour éliminer les opposants, puisque les observateurs internationaux pointaient du doigt. On se souvient des images avec des urnes emportées par l'armée, etc., etc. On utilise la justice pour éliminer les opposants. Maintenant qu'elles sont faites, troisième étape, on élimine non seulement par la justice, avec la justice, les opposants, mais on désigne son successeur maintenant. Les civils le font, et on voit maintenant que les militaires aussi le font. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, mais en parlant des mécanismes, c'est la première question. Oui. Mais finalement, on est un continent très jeune dans tout ce qu'on nous impose comme démocratie de façon théorique. Le multipartisme, c'était quand? Vous vous souvenez, on a même 90. encore des images. On a encore des images quand on a annoncé aux chefs d'État, tous, en leur disant c'est la fin du parti unique. Tous étaient tristes. Juin 90. Voilà, c'était, mais attention, il va falloir créer plusieurs partis. Donc on a même fabriqué, vous l'avez dit, il y avait des opposants. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on parle encore d'opposants de complaisance fabriqués. Mais on n'a pas intégré ça. Je suis désolée. Aujourd'hui... Ah non, certains pays le font correctement. Oui, d'accord. Mais Cap-Vert, île Maurice, les anglophones. Bien sûr. Les anglophones n'ont pas de problème avec la démocratie électorale. Alors, moi, là où je ne suis pas du tout d'accord, c'est quand on oppose les pays, d'une part, d'Afrique francophone avec ceux qui sont les anciennes colonies. C'est factuel. Les anciennes... Oui, mais... C'est différent. On est d'accord. Ça reste, pour moi, ça reste toujours fragile. Oui. On n'est pas mais on est toujours en Afrique. On est toujours en Afrique. Vous avez Okay. des pays dans lesquels on pensait que l'alternance était complètement installée. On le voit, par exemple, les gens s'interrogent sur le Bénin. Vous avez raison. En disant, ben oui, nos craintes, etc. Pourquoi est-ce que ça reste dans nos États, dans nos esprits? Donc, les mécanismes ne sont pas, pour l'instant, on n'a pas encore des mécanismes puissants parce qu'on n'a pas des institutions et parce qu'il n'y a pas de confiance. Le peuple ne peut pas avoir confiance en cette élite politique. Claude Wilfried Kanga, le journaliste africain que je suis est toujours peiné, gêné quand, à chaque occasion, je vois des missions d'observateurs de l'Europe déployées sur l'Afrique. Alors qu'à l'inverse, l'Afrique n'envoie pas d'observateurs électoraux en Occident quand il y a une élection présidentielle. Pourquoi on continue de faire ça? Parce que déjà, on est dans un mécanisme de puissance. Évidemment, le plus fort donnera toujours des injonctions aux plus faibles. Si cela est d'autant plus nourri par l'incapacité du plus faible à être non seulement fort, mais avoir des institutions fortes et fiables, évidemment, ça va compliquer l'affaire. C'est Obama qui le disait, donc il ne faut pas il faut pas des hommes forts, mais des institutions fortes. Je précise pour ma part que l'un n'exclut pas l'autre. Il faut les deux. Il y a une bonne continuité. Tout à l'heure, je disais autant pour moi que l'ancien président José María Vaz, le prédécesseur de Mbalo, était le seul à avoir fini un seul mandat. On se disait que bon, ça allait plus ou moins continuer ainsi, puisqu'il y a eu une succession électorale. On voit comment la fin du mandat de M. Mbalo se termine. Je vais m'aligner avec la position de M. Recher sur l'observation malheureusement factuelle qui montre que les Afriques francophones ont une autre approche de la chose politique que les Afriques anglophones. Le cas du Bénin, d'ailleurs, est d'autant plus tragique que c'est effectivement encore un pays des Afriques francophones. La distribution de l'économie joue un grand rôle, ainsi que le mécanisme politique de l'administration indirecte qui s'oppose au jacobinisme des pays
francophone. Au Ghana, par exemple, on a eu les mêmes problématiques. Le Kwame Nkrumah a été renversé en 66. Après, on a eu une période d'instabilité jusqu'à l'arrivée de Jerry Rawlings, qui a réussi quand même l'exploit de mener 2 coups d'État en 1 an et demi, en ayant installé M. Hilal Iman, qu'il va lui-même après renverser. Mais M. Jerry Rawlings a été capable d'accepter le changement de paradigme au début des années 2000, quand son protégé, John Dramani Mahama, n'a pas pu remporter l'élection face à John Kufuor. Il a accepté, il n'y a pas eu de coup d'État, il n'y a pas eu de remous, et le Ghana a amorcé une belle phase qui dure encore aujourd'hui. C'est d'ailleurs le cas de beaucoup de pays anglophones. Par contre, les pays francophones ont une conception très centralisée, très jacobine du pouvoir, où c'est littéralement vu comme la chasse gardée d'une certaine caste. Quand tu y ajoutes, comme j'ai dit, quand tu y ajoutes la construction économique, où on va se focaliser non pas sur le made in et la production industrielle, mais plutôt sur la commercialisation de la matière première, donc sur les services et évidemment la fonction publique, ça va générer une classe sociale qui voudra tous azimuts arriver aux affaires et y rester, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'alternatives de se remplir les poches. Donc on va... La politique devient un domaine d'enrichissement. Ça devient le business plan, le business plan par excellence, qui fait que même un pays comme la Guinée-Bissau, qui certes n'est pas anglophone, n'est pas francophone, mais est plus francophone quand même qu'anglophone, qui a une réalité davantage similaire à celle des autres enclos de la métropole française. On en arrive donc à cette même considération de la politique, où à un moment donné, chacun pense qu'il est le meilleur, il est l'homme de la situation, et quels que soient les motifs que chacun va évoquer, évidemment, l'enjeu, en fait, c'est de rester. Je parlais tout à l'heure du général Ansoumane Mané. À côté, ce que M. Hortentam fait, c'est léger. C'est ça, c'est soft, effectivement. Oui, il avait proposé une transition de 10 ans. Heureusement, il y a eu une fronde de partis politiques en 98-99 qui lui ont dit c'est hors de question. Et c'est ainsi que M. Bakaï Sagna a pu assurer... On n'est qu'au début, hein, Wilfried, pardon. Oui, non, mais évidemment, il y a possibilité, comme à la Hooligan Game. On ne sait jamais quand ça finit. Oui, à la débit, non, il y a une possibilité qu'elle est d'ailleurs très probable, s'il ne se fait pas renverser en amont, il y a une possibilité qu'il prolonge son fameux mandat de 1 an si on ne fait pas revenir Sissoko entre-temps. Mais avec Ansoumane Mané, il n'a même pas cherché à prendre des gants, il n'a même pas cherché à bifurquer. Claude Wilfried, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On éduque le peuple à faire comme ce que je viens d'évoquer. La fronde des partis politiques a empêché un général d'armée de transformer une transition en une période supérieure au mandat en soi. Il faut que les Bissau-Guinéens, qui sont 2,5 millions, j'ai évoqué il y a 2-3 reprises mon pays, le Cameroun, je pense qu'on est dans la même problématique. À un moment donné, quand les institutions ne fonctionnent pas, quand les hommes ne sont pas crédibles, il faut que le peuple se soulève et justement récupère sa souveraineté et exige de lui-même la mise en place d'institutions qui ne seront plus violées parce que surveillées par ce peuple-là, qui sera prêt à refaire la même chose à chaque fois qu'un aventurier confondrait les institutions de la République avec sa chasse gardée et personnelle. Ils seront massacrés. Si cela n'est pas fait... La répression. On va dire que... Et ça va être qualifié d'insurrection, qualifié de tout ce qu'on entend déjà. Je suis en train d'élaborer un mécanisme qui n'est pas facultatif, pas un mécanisme qui me fait plaisir. La continuité de la spirale que nous observons en Guinée-Bissau est infinie. Si cela n'est pas fait dans ce cas de figure, la République française dans laquelle nous vivons a dû affronter les mêmes démons. On est d'accord. Après l'instauration de la monarchie absolue sous Louis XIV, on a eu une volonté de continuité sur ses successeurs, jusqu'à Louis XVI, qui s'est heurté à une population qui lui a dit « ça finit avec toi ». On est d'accord. Et quand un Charles X a essayé le coup 41 ans plus tard, la Révolution de Juillet... Donc, ça veut dire ce que vous êtes en train de nous expliquer, Claude Wilfried et Kanga. Même le Sénégal y est. Nous n'avons pas encore atteint la maturation sociologique, politique nécessaire pour nous en tenir aux règles définies et qu'à chaque fois, il faille passer par une révolution violente pour obtenir l'alternance. Non, en une phrase, le pouvoir est actuellement entre les mains des élites politico-militaires en Afrique. Oui. Il n'est pas encore entre les mains du peuple. Révolution populaire n'est pas révolution violente. Lorsque le peuple oppose aux despotes qui sont au pouvoir la force du nombre, il est parfois possible qu'on assiste à un vrai renversement sans la moindre effusion de sang. Maintenant, il faut en prendre conscience et il faut évidemment que l'émulation
atteignent la masse critique concernée. C'est plus facile à dire qu'à faire. On n'est pas dans la naïveté de dire que ça se passe en un claquement de doigts, mais si on pose les questions comment avoir une Afrique où les dirigeants respectent les institutions, c'est en construisant une Afrique où les dirigeants craignent le peuple. Oui. Pour l'instant, c'est Oui. l'inverse. Sauf qu'il y a un malentendu en ce moment. Le malentendu qu'il y a, c'est qu'on fait croire au peuple que c'est lui qui exerce le pouvoir. Oui, effectivement. C'est ça le problème. Mais il n'a pas les cratères mais c'est ça. donc il n'exerce pas les voilà, pouvoirs. donc on est dans ce malentendu-là. Et on dit, les députés à l'Assemblée nationale, ce sont vos représentants de toutes les façons, c'est vous qui avez le pouvoir. C'est ce qu'on dit. Et donc, le débat est biaisé, du coup, finalement. Ça veut dire qu'il n'y a pas de réforme possible, de révolution possible qui nous permette de corriger notre rapport à la démocratie électorale. La révolution qu'on peut faire, c'est avec la société civile, il faut commencer un travail de fond de l'éducation de la masse. Normalement, si on demandait aux politiciens de modifier les programmes dans les universités, Non. ils ne vont pas vouloir... Kevin Maïso, comprenons-nous bien. En ce moment, les Bissau-Guinéens sont allés voter. Ils n'ont fait aucune erreur. Ils ont fait ce qu'on leur a dit de faire. Ils ont voulu exercer le pouvoir. Il y a 4 individus qui ont pris d'assaut le palais de la présidence, qui ont caporalisé le processus électoral et disent, voilà, nous sommes désormais vos présidents, vos représentants. C'est ce qui se passe. Oui, mais donc, c'est ainsi éducation que de je dis. masse pour dire quoi? Non, j'ai dit en longueur. En longueur, il faut éduquer la masse. Mais tout de suite là, s'il n'y a pas un leader de la société civile qui peut faire soulever la population pour dire « enough is enough », ça va continuer parce que la population est dans une espèce de léthargie. Ils vont se faire massacrer. Vous le savez. Moi, je pense que on a pour aller vu dans la ce qui est- continuité, Oui. aller dans la continuité, il faut d'une part l'éducation effectivement de la société civile, mais il faut qu'on éduque aussi nos militaires. Le problème, il est à quel niveau? Effectivement, vous vous rendez compte, alors pas dans le cas précis, vous vous rendez compte qu'il y a un problème, le pouvoir va être confisqué ou qu'il y a un soupçon de coup d'État. Mais pourquoi ces militaires, donc qui sont censés faire régner l'ordre, veulent tout garder à eux? Car Ils veulent conserver le les pouvoir. civils aussi veulent tout garder à eux. Non, mais c'est pas ça. C'est pas que les Mais militaires. non. Non, mais, Il n'y a pas non, que mais les coups d'État on ne peut pas militaires. on ne peut pas comparer la société civile et les militaires. Les militaires ont des armes. La société civile, excusez-moi, elle est démunie. Non, je Elle parle a- des chefs d'État civils. C'est pour ça que vous avez posé la question de savoir qui il faut éduquer. Oui. Moi, je vais dans le sens. Wilfried a dit il faut que le peuple soit éduqué. Mon confrère a dit la même chose. Il faut une éducation. Mais vous avez raison, effectivement. Mais il y a le Oui. peuple d'une part, mais il y a aussi nos militaires. Oui, on est d'accord. C'est-à-dire qu'ils peuvent à un moment donné dire, écoutez, nous, mais attendre effectivement que le processus électoral aille jusqu'au bout, faire leur travail en disant, mais non, là, vous avez essayé de tripatouiller, et maintenant, au lieu de confisquer le pouvoir, parce que comme on le disait tout à l'heure, c'est des transitions qui se transforment en finalement une éternité au pouvoir. Et c'est là où ça devient problématique. Parce qu'on rêve, hein. Si, Mais bien sûr qu'on est en train de si les rêver. militaires pouvaient intervenir pour, par exemple, 3 mois, en disant on met juste de l'ordre, 3 mois, on peut comprendre. Parce qu'on est en train de dire il faut éduquer le peuple. Mais qui va éduquer? Les éducateurs, là, c'est où? Ils sont où? Ben, c'est dans la société civile qu'il faut des vrais leaders, des fortes personnalités. Mais ils sont dans la On a la société chance civile. C'est d'avoir pas des eux qui ont le réseaux pouvoir. sociaux, sans passer par les circuits institutionnels ou traditionnels. On a la chance d'avoir des réseaux sociaux. C'est à ce niveau que les choses doivent se Au faire. fond, Là, le petit avantage qu'on a, c'est qu'actuellement en Afrique, va arriver au pouvoir une génération qui n'a pas été en contact directement avec la colonisation. C'est déjà un petit avantage. C'est vrai. Ils réfléchissent autrement parce que l'ancienne génération, elle a réussi sa mission de nous ramener à l'accession à la souveraineté internationale pour la plupart des pays. En fait, Cette mission, on l'a réussi. Mais les 50 années qui viennent de s'écouler, ben, sincèrement, c'est du bricolage. En fait, on est perdu. Parce qu'on a tout essayé. On a essayé les civils, on a demandé aux militaires de rester dans les casernes. Les civils nous ont déçus, puisqu'ils ont confisqué le pouvoir, ils opèrent des coups d'État institutionnels. À un moment, ça a entraîné l'irruption des militaires sur la scène politique. On n'est pas content non plus. On veut qu'ils retournent dans les casernes. Finalement, on fait quoi? Mais qui voulait qu'il retourne dans les casernes? Parce que Thomas Sankara, par exemple, c'est un militaire, mais je ne pense pas à l'époque que personne voulait qu'il retourne dans les casernes, déjà, par rapport à la façon dont il travaillait. Oui. Bon, je vais dire aujourd'hui, le sujet est peut-être clivant, mais Ibrahim Traoré, le général Tchani, on peut dire ce qu'on veut, les gens essayent de travailler.
C'est-à-dire, Oui, c'est ça, des on est- militaires qui ont une certaine conscience Oui, politique. absolument. Alors, on a besoin soit des Ah, c'est gens... peut-être là qu'intervient la question Oui, moi, je pense. de l'éducation Ben oui. des militaires, surtout de la fibre patriotique. patriotique. Un militaire qui a une conscience politique, qui pense au pays, il n'est pas là que pour le pouvoir. Je ne pense pas, à moins que je me trompe, je ne pense pas que quelqu'un comme Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir pour s'en... C'est vrai. En tout cas, il donne des signes de probité encourageants. Oui, en tout cas. voilà. C'est ce genre de militaires, peut-être, qu'on voudrait, Ouais. qui vont assurer une transition. C'est peut-être une entre solution, effectivement. ce qu'on a connu avant et ce dont on est en droit d'espérer pour les futurs. C'est Bon, sans doute attendant- une solution. En attendant, le peuple, comme on le disait, finalement, c'est le pouvoir du peuple qui est confisqué. Oui. Et que là, on est dans une impasse en ce qui concerne la Guinée-Bissau, comme on l'a dit, un pays qui n'a connu que ça. On est clairement dans une impasse et que... Je suis malheureux. Il n'y a pas de pression internationale parce qu'effectivement, même au niveau de la pression sur le plan financier, on se rend bien compte que ça ne va peut-être pas fonctionner avec la Guinée-Bissau et qu'ils seront encore livrés une fois de plus à un pouvoir militaire. Ce n'est pas malheureux qu'à la fin de cette émission, la seule solution pertinente que nous avons trouvée, c'est d'avoir des militaires patriotes à la tête de nos États. Non, la seule solution, c'est celle qui est compliquée, mais qui est malheureusement celle qu'il faut. C'est la fameuse omelette qui éventuellement cassera plusieurs œufs. La seule solution, c'est celle que la Guinée-Bissau n'a pas encore utilisée. Elle a d'ailleurs été évoquée en filigrane ici. L'éducation populaire qui va conduire à la révolution populaire, la vraie. La révolution populaire ne signifie pas guerre civile. Ça signifie que le peuple rappelle à ceux qui sont aux fonctions que, en fait, c'est nous qui avons le pouvoir. Ce n'était pas un slogan quand le président américain Abraham Lincoln considérait la démocratie la vraie, comme le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. Ceux qui dirigent, plutôt que d'être appelés chefs, comme dans notre sociologie africaine, on a intériorisé le pouvoir comme étant la possession personnelle de celui qui est actuellement aux affaires. On doit créer une éthique sociale où c'est le dirigeant qui sent le souffle chaud du peuple, H24 derrière son cou, et qui sait qu'à la moindre. Excusez-moi d'apporter cette nuance pour que vous en teniez compte. Quand vous dites le peuple doit, la mise en acte de ce droit que vous évoquez, c'est quoi? C'est que je veux manifester. Le peuple va descendre dans la rue et manifester. Or, le gouvernement, on prend un décret, on dit toute manifestation est interdite. Comme j'ai dit avant, c'est comme si vous disiez, il y a Gandhi, n'opère pas par la désobéissance civile puisque l'impérialiste anglais l'a interdite. C'est ça. C'est le paradigme de l'omelette qu'on produit après y avoir cassé les œufs. C'est ça. Ce serait illusoire de dire à la jeunesse africaine, et d'ailleurs même nous, dans notre pays, le Cameroun, comme dans beaucoup de pays, le Togo, le Bénin, on est concerné par cette réalité. Si nous laissons faire les despotes, jamais ils ne légueront le C'est vrai, vous avez raison. de leur propre chef. Et c'est pour ça que j'ai précisé, je suis en train de décrire ce qui doit être, pas ce qui me fait plaisir. Bien Évidemment, sûr. Ce qui me ferait plaisir, ce serait que chaque... Je pense que vous avez raison. Les Burkinabés ont prouvé, avec Blaise Compaoré, ce que vous êtes en train de dire. Sauf qu'en disant ça, on fait la promotion de l'insurrection. Non, les Malgaches, l'insurrection, c'est un mouvement armé pour renverser, essentiellement armé pour renverser un ordre établi, mais la revendication par le peuple du respect de l'éthique électorale, du calendrier électoral, de la réalité des urnes ou de la légalité des candidatures, ce n'est pas de l'insurrection. Ce qui mène l'insurrection, c'est ce qui piétine les principes démocratiques. Imaginez maintenant que le peuple bissau-guinéen se soulève et que M. Hortan Tam parle d'insurrection. Il est évident que c'est lui qui pratique l'insurrection en n'ayant pas laissé le processus électoral arriver à son terme. Il est évident que c'est M. Mbalo qui a pratiqué l'insurrection en amont en ayant éliminé le parti historique, le PAIGC, qui n'avait jamais été disqualifié d'une élection depuis son avènement et qui porte en lui l'héritage sublime de l'indépendance du pays avec Amilcar, Luis, les frères Cabral, Arcide Pereira et tous ceux qui ont œuvré justement à cette réalité-là. Donc, je persiste et signe qu'on ne pourra pas, parce que même les pays dans lesquels nous vivons ont dû amorcer cette réalité. Il n'y a pas que le Burkina Faso, ou même le Sénégal, dans lequel... Absolument, absolument. Le PASTEF a été bien sûr. Et le peuple a dit... On ne va pas accepter que des gens confondent l'ordre constitutionnel avec leurs caprices personnels. Absolument. Donc, je dis qu'il n'y a pas d'échappatoire à cela. On est d'accord. C'est pas pour dire que c'est facile et que le pays revit en claquant des doigts. C'est pour dire que si on veut sortir de cette spirale-là, c'est ce qu'il faudra faire. Pour l'instant, en Guinée-Bissau, chaque militaire, chaque homme politique ne craint que les autres militaires et les autres hommes politiques. Pour l'instant, le peuple ne sert que de faire valoir
et de bétail électoral, le terme est grave mais réel, pour justement faire On est totalement le bien d'accord. des uns et des autres. Donc quand les 2 millions de Bissau-Guinéens amorceront le sursaut d'orgueil qu'on a observé au Sénégal, qu'on a observé à Madagascar et qu'on n'observe pas encore dans les mêmes proportions au Cameroun, les Bissau-Guinéens pourront rêver d'un avenir différent. On est totalement d'accord. En tout cas, c'est théorisé. Hein. Toute force, toute autorité qui ne rencontre pas de résistance se mue en dictature. C'est un axiome mathématique. C'est un axiome mathématique. Merci à vous d'avoir participé à cet échange. Claude Wilfried Ekanga, tu dois t'impliquer. Le récit d'une folle campagne, ça c'est une autre histoire dont on pourrait parler une autre fois. Le village d'Ining, j'espère que je prononce bien. Karine Orio, journaliste, analyste politique, merci. Merci beaucoup. Et puis, solidarité au peuple bissau-guinéen, bien sûr. Aux électeurs bissau-guinéens qui viennent d'être braqués. Espérons que l'opposant Domingos Simoes Pereira soit libéré, comme on l'appelle. soit libéré, que Fernando Diaz sorte de la clandestinité, parce que apparemment il se cache en ce moment, alors que c'est lui le vainqueur de cette élection, c'est lui qui a la légitimité populaire. Quand tu dois te cacher pour sauver ta peau, alors que c'est toi qui as la légitimité populaire, ça veut dire qu'il y a problème. Il y a problème et on ne doit plus l'accepter. Et nous, intellectuels africains, on ne doit plus accepter non plus que des observateurs électoraux viennent d'un autre continent surveiller si nous faisons bien les opérations de vote. Soyons matures, il faut qu'on fasse la culture de la maturité. Et que des analystes politiques étrangers nous fassent la leçon sur leur chaîne mainstream. Ça aussi, on n'accepte plus. Ça aussi, on n'accepte plus. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Frontal, votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez fidèles au programme de NCA, désormais sur Bouquet Canal, plus Afrique 573 et en France 426. Merci encore une fois d'avoir été nombreux à notre compagnie. À très bientôt pour un nouveau numéro de Frontal. Merci à vous. NCA, désormais sur Free. Après son intégration au bouquet Canal Plus Afrique, Canal 9 et Canal 573, NCA poursuit son développement et vient d'intégrer le célèbre bouquet Free TV, Canal 426. La chaîne panafricaine renforce ainsi son ancrage aussi bien en Afrique que hors d'Afrique. Le développement de NCA, c'est vous, nos téléspectateurs à travers le monde. NCA, la chaîne panafricaine de référence.